sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 21 avril 2023. Et désormais, il est l'heure de retrouver le président de Valcan Expertise qui va synthétiser pour nous les grands faits macro, micro, monétaires, politiques, géopolitiques de la semaine écoulée, nous expliquer comment est-ce qu'ils impactent les marchés actions. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Eric Galliec, président de Valcan Expertise. Quel est le bilan de la semaine, Eric, selon vous ? Le bilan est relativement flat, comme on dit, c'est-à-dire c'est un peu la tôle ondulée et qui ondule peu. On est sur le toit du monde, comme on dit, sur le CAC 40, on est au plus haut historique, on ne veut pas en décrocher, puisqu'on est à plus 0,7 au-delà de 7005, donc c'est effectivement à nouveau une légère hausse pour la semaine écoulée, alors qu'aux États-Unis, on est toujours en train de stagner, vraiment une très légère baisse, enfin, c'est une consolidation. Consolidation aussi sur l'euro, qui a perdu 0,6%, après ces gains importants depuis un mois, contre le dollar. Exactement. Donc on va commencer votre tour du monde de l'actualité par la saison des résultats qui s'est ouverte aux États-Unis, et notamment des résultats des grandes banques américaines. Alors on avait un peu de stress par rapport à ça, et notamment par rapport à ce qui s'est passé il y a juste un mois, c'est-à-dire quand même la faillite de la 18e banque américaine. Donc on attendait tous avec un peu d'inquiétude, et en tout cas de l'impatience, cette publication de résultats du premier trimestre pour les banques américaines. Elle a été supérieure aux attentes pour les trois grandes banques, JP Morgan, Citi et Wells Fargo, avec même donc une évolution favorable des dépôts chez JP Morgan. C'est un indicateur extrêmement important, les dépôts bancaires, bien sûr, puisque c'est ce qui a fait la fin de la SVB. Et donc globalement, on a une situation qui est rassurante sur les grandes banques systémiques américaines, qui d'ailleurs étaient venues au secours des banques régionales, lesquelles demeurent toujours un petit peu dans l'expectative avec un certain nombre d'inquiétudes. Mais globalement, on peut considérer, du point de vue de l'analyse dynamique de l'actualité, que c'est un élément positif. Oui, alors après, on pourrait rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que certaines banques ont vu leurs dépôts augmenter, d'autres ont quand même vu significativement leurs dépôts diminuer, et notamment les banques régionales, dont le credit crunch, le bank run, a très clairement été effectué, et c'est pour ça que les grandes banques nationales ont vu leurs dépôts augmenter. Mais là, j'ai un tableau sous les yeux, Banque America, ça a diminué, Citigroup, ça a diminué, Wells Fargo, ça a diminué, Goldman Sachs, ça a diminué, Morgan Stanley, ça a diminué, donc bon, tout est relatif. En tout cas, quoi qu'il arrive, ceci étant, il y a une bonne nouvelle de l'autre côté, de l'autre côté du Pacifique, c'est en Chine, qui a publié, alors contrairement, qui a dépassé toutes les attentes, des chiffres qui ont dépassé toutes les attentes, c'est le niveau d'activité au T1 qui ont explosé. Alors, ce qui a surpris sur ce premier trimestre, donc en Chine, c'est la consommation, en fait. C'est vrai que le PIB a progressé de 4,5% parce qu'il y avait une attente de 4%, donc c'est effectivement au-dessus des attentes. Et c'est surtout finalement les ventes au détail qui ont progressé de plus de 10%. Donc c'est un peu relativement normal, puisqu'il y a une sorte de détente par rapport à la situation de zéro Covid qui prévalait encore l'année précédente, mais effectivement c'est plutôt une bonne nouvelle sur le front de la sphère réelle et de la conjoncture, avec un rebond qu'on voit bien sur le graphique qui va encore progresser au deuxième trimestre 23, avec plus 7% d'après les estimations du consensus des économistes, et une plus forte stabilisation autour de 5% pour les deux derniers trimestres de cette année. En tout cas, l'économie chinoise est réouverte, et surtout c'est sa consommation interne qui progresse. Ok, très bien. Effectivement, du coup c'est une bonne nouvelle. On va poursuivre avec Bolloré, le groupe Bolloré, donc qui communique depuis déjà pas mal de temps sur la vente de sa filiale logistique en Afrique. Donc ça c'est fait très clairement. Maintenant ils ont du cash. Du coup, est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives pour des opérations de croissance externe ? Oui, Bolloré est un groupe qui achète et vend bien sûr différents actifs, notamment des actifs historiques, ce qui a créé une hausse importante du titre Vivendi. C'est effectivement l'offre d'achat qui a été faite par CGM, qui a pas mal d'argent. Donc ça ferait 5 milliards pour Bolloré. Donc tout de suite on considère que Vincent Bolloré pourrait finalement conquérir définitivement Vivendi, qu'elle ne contrôle pas complètement. Et donc c'est effectivement juste pour signaler que le cycle des fusions-acquisitions n'est pas terminé, qu'il pourrait reprendre fortement dans le cadre donc d'une sorte de normalisation dans la sphère financière. C'est un élément qui me semble aussi important pour le dernier point de la semaine. Très clair. Écoutez, effectivement, donc le dernier point de la semaine, c'est le renouveau de certains marchés du crédit. Voilà, donc le marché du crédit se réouvre
il y a même eu cette semaine des émissions d'AT1, donc ces produits, ces instruments de dette bancaire qui sont des attrape-nigo, de mon point de vue, ce qu'on appelle les cocos, et il y a des gens qui reviennent, donc on revient. Donc ça montre que l'appétit pour le risque, comme on dit, revient, qu'il y a une normalisation. Il y a aussi 4 entreprises qui ont levé 2,5 milliards d'euros sur le high yield, le marché high yield. Donc ça montre qu'il y a une normalisation du marché, et donc finalement une prime de risque qui se réduit, un stress globalement qui diminue sur les marchés. Un stress qui diminue sur le marché, donc avec toutes ces informations, pour vous, quelle est la synthèse que vous en faites? C'est une synthèse qui est positive, on a plus 4 cette semaine, on considère qu'effectivement du côté de la sphère réelle, on a toujours des éléments favorables du côté des entreprises, avec donc les publications des banques américaines. Alors c'est un peu moins vrai, hier soir on a eu Tesla, on a eu ATT qui sont moins bons, donc c'est vrai qu'il y a un risque sur les publications qui vont se développer dans les 2 prochaines semaines. La semaine prochaine et la semaine d'après, ça va être très très dense, très intéressant de suivre ça. C'est là qu'on va voir si le risque se concrétise ou pas. Pour nous, il y a un vrai risque. Bon, en tout cas, c'était plutôt positif du côté des banques pour l'instant. Positif aussi pour les risques d'OPA. Et bon, l'exemple de Vivendi est là, mais ça montre qu'il y a toujours un appétit des entreprises pour racheter d'autres entreprises, ce qui alimente la hausse. En termes économiques et donc dans la sphère réelle, toujours, on a ce rebond confirmé de l'économie chinoise, ce qui est quand même important. Et puis, dans la sphère financière, un sentiment de retour à la normale. Les investisseurs reviennent prendre acheter des obligations et donc prendre du risque, des obligations parmi les plus risquées. Donc high yield et AT1, qui quand même, là, on a un exemple assez fort d'une perte sèche pour tous les porteurs d'AT1 de Crédit Suisse, il faut peut-être le rappeler, mais néanmoins, les gens reviennent. Donc c'est plutôt positif, ça montre qu'on a une actualité, donc plus 4 cette semaine pour notre notation. Ok, très clair, plus 4, mais malgré tout, vous restez encore à l'écart des marchés actions? Il y a de la monnaie à rendre, entre guillemets. C'est-à-dire que depuis 6 mois, le CAC 40 a gagné 25%, la parité euro-dollar a gagné 11%, un investisseur américain a gagné 39% depuis 6 mois en investissant sur les actions du CAC 40 le 20 octobre dernier. C'est gigantesque. Donc c'est vrai qu'on a été très très vite. Ça se justifie par la normalisation du risque dans la sphère réelle. C'est surtout ça. Il y a 6 mois, on craignait une récession européenne, on craignait des ruptures d'approvisionnement énergétique, on craignait l'inflation qui n'était pas encore maîtrisée. Donc tout ceci s'est bien déroulé. Donc on explique la hausse par ces phénomènes-là. Après, ce qui s'est passé, on comprend bien les variations de prix. Mais la valorisation des actions, la valeur des actions sur ces 6 derniers mois, de mon point de vue, a diminué. Parce qu'en 6 mois, les taux de marché ont monté un petit peu, les prévisions de bénéfices ont été un peu révisées en baisse, et le niveau de risque, s'il s'est amélioré, s'il s'est réduit dans la sphère réelle, a augmenté dans la sphère financière. Et au total, on se retrouve avec un écart qui nous semble béant entre des prix qui ont fortement progressé et une valeur qui est diminuée. Très clair. Alors bon, voilà, c'est pour ça que par rapport aux investisseurs de long terme, qui font de leurs achats et leur raisonnement sur les prix et non pas sur les valorisations. Sur la valeur et pas sur les prix, sur la valeur des entreprises et pas sur les prix, on considère que les prix sont trop hauts et donc n'achètent pas. C'est notre recommandation aujourd'hui. D'accord, effectivement, c'est toute la dichotomie profonde entre l'analyse financière qui se base sur l'évaluation des entreprises et l'analyse technique sur les prix, c'est-à-dire le prix, c'est quand un acheteur et un vendeur se mettent d'accord avec leur propre stratégie. Ok, très clair. Écoutez, merci Eric Galiac, président de Valcon Expertise, qui dresse pour nous chaque semaine le bilan de la semaine écoulée en nous expliquant comment les marchés, les actions sont impactés par des facteurs macro, micro, géopolitiques, politiques, monétaires. Merci beaucoup. Nous, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition avec notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.